Aujourd'hui, on a un outil qui est exceptionnel, qui est l'IA. Et l'IA nous a énormément servi chez SantéVet. On n'est jamais seul. Face à un client, c'est un groupe. Le pitch n'est pas un poème. On ne vient pas réciter. Vendre pour vendre n'a jamais fonctionné. Et on leur dit, écoutez, on n'est pas aligné, c'est pas grave, revoyons-nous dans 6 mois. Faire avec eux. Ça paraît bateau, mais personne ne le fait. Un marathonien qui s'arrête au 39e kilomètre n'est pas marathonien. Bonjour et bienvenue dans le 100e épisode de We Are Sales, le podcast by DCS, l'agence de conseil en développement commercial B2B. Nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes du monde de la vente, des top performers, des VP Sales, des CRO, des CEO. Et on va vous rappeler qu'on fait le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Ils vont vous partager leurs meilleures pratiques, leurs tips. Antoine, bonjour. Salut Nicolas. Bienvenue dans ce 100e épisode. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir pour ce chiffre aussi si beau, si rond. Antoine, toi, tu es VP Sales chez SantéVet aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer ce que fait SantéVet et en quoi ça répond à un besoin sur le marché aujourd'hui? Ouais. Alors, j'ai rejoint SantéVet moi il y a 1 an et demi. J'ai un parcours d'à peu près 10 ans dans la vente B2B avec une spécialité qui a toujours été la même ligne directrice, qui était le go-to-market dans les entreprises B2B2C. Go-to-market, c'est un gros nom qui veut un peu tout et rien dire. Développement de nouvelles verticales d'industrie, le développement de nouveaux segments d'entreprises, certaines entreprises qui ne faisaient que du mid-market qu'on a emmené faire de l'enterprise. Et donc, mes missions et mes attributions depuis 1 an et demi chez SantéVet sont celles-ci, celle d'accompagner un groupe historique lyonnais qui a 23 ans d'existence, qui opère sur le marché des mutuelles d'animaux de compagnie, dans un virage stratégique du B2C vers le B2B, en tout cas en complément du B2B. Okay. Ce que ça veut dire le B2B, c'est de la distribution indirecte. C'est ce que Carrefour est à Panzani. Donc c'est d'aller négocier avec des distributeurs des contrats qui nous permettent d'élargir notre base de clients potentiels. Donc voilà. D'autres assureurs, finalement des assureurs. Des assureurs, des courtiers, des retailers par exemple. Parmi nos clients, on a des acteurs, des DNVB sur du mid-market par exemple, qui vont faire de la croquette pour chiens, qui vont complément distribuer de l'assurance santé animale. On va avoir des acteurs de la distribution alimentaire. On a signé récemment un accord avec Coned, qui est l'équivalent de Leclerc en Italie, le plus gros acteur de la distribution alimentaire en Italie, des banques également, des grands cabinets de courtage. Et puis on opère aussi de la prestation de services pour des grands assureurs en marque blanche, qui ne savent pas forcément opérer de l'assurance santé animale avec ses spécificités, on en parlera je pense, mais pour lesquels on opère en marque blanche cette prestation. Voilà. Ok, excellent, merci pour ce premier petit tour d'horizon. On se connaît depuis un petit moment, t'es passé par des boîtes généralement en forte croissance, donc cette notion de go-to-market qui te tient à cœur aussi, je l'ai entendu là encore. Passer par de la fintech, par transport logistique, voyage, aujourd'hui, le voyage, assurance, mutuelle pour animaux, etc. Donc aujourd'hui, toi, tes drivers, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu vas kiffer tes journées en tant que VP Sales? Ouais, je pense que, alors c'est assez marrant, c'est que mes drivers ont été les mêmes, peu importe les fonctions que j'ai occupées commerciales. J'ai commencé compte exécutif comme à peu près tout le monde, même stagiaire, comme tout le monde. Et puis aujourd'hui, j'ai une fonction de leadership, mais les drivers n'ont jamais changé. Je pense que le premier, ce que je regarde tout le temps dans les industries, ou en tout cas dans les entreprises dans lesquelles je vais travailler, c'est d'abord la profondeur de marché. C'est de comprendre si on est plutôt sur un marché niche ou des marchés sur lesquels il y a un potentiel qui est très important, en regardant les trends de consommation, en regardant le comportement des industries. Ça, c'est le premier point pour m'assurer que le choix de mon entreprise future sera porteur. Le deuxième élément, c'est de savoir par qui je suis entouré dans cette organisation. Je pense que ça, c'est très important dans le cadre des due diligence. Je le vois très peu, moi, dans les entretiens de recrutement. Ouais. J'ai eu la chance de recruter beaucoup de commerciaux et on me pose très peu souvent la question, est-ce que on a des interlocuteurs légaux dédiés? Est-ce qu'on a des interlocuteurs techniques dédiés pour les intégrations, ce genre de choses? Et ça, il faut s'en assurer pour que les conditions de succès commercial soient réunies. On n'est jamais seul. Face à un client, c'est un groupe, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément, d'aller rencontrer les équipes support. Ça, c'est un point qui est très important. Moi, j'ai toujours travaillé en binôme, que ce soit chez Stuart, chez Alma, j'avais tout le temps des binômes juridiques, des binômes sur la technique, etc. C'est important. Et je pense que le troisième élément qui rejoint systématiquement chacune de mes expériences, c'est de comprendre de où je partais pour arriver où. Okay. Ça, c'est l'impact. Voilà. Ouais, ça, je pense que toi, tu auras tout de suite. au sein de l'organisation. Et donc, c'est de comprendre
le run, c'est pas quelque chose qui m'inspire beaucoup, ce qu'on appelle le run, vulgairement. Le fait d'arriver dans les organisations de 100 sales, etc., d'optimiser des budgets, des PNL, etc., c'est pas forcément ce qui va me plaire. Okay. Je préférais plutôt être dans la construction, dans la diversification, parfois dans la restructuration. J'ai fait aussi un peu de restructuration, c'est moins drôle, mais c'est intéressant. Et voilà ce qui m'anime. Ok, pas de vitesse de croisière. Non. Il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Et là, donc, ça bouge chez Santévet, puisque y a beaucoup de choses à faire. Alors, tu parlais de effectivement transition du B2C vers le B2B. Donc, toi, t'es arrivé, je crois, il y a 1 an et demi, c'est ça? Oui, absolument. Avec cette mission-là, justement, d'accentuer ce mouvement qui avait été légèrement initié à ce moment-là. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, elle opère sur ce marché depuis 23 ans. Elle a créé une notoriété de marque très importante, de la recommandation vétérinaire, de la reconnaissance vétérinaire. On est né du monde vétérinaire. Donc on a un label de qualité qui est très important. Et le marché des animaux de compagnie en Europe, c'est un marché qui reste encore sous-équipé. Pourquoi ? Parce que, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas une assurance qui est obligatoire, à l'inverse de ta voiture, ton logement. C'est une assurance qui est complémentaire. Donc, évidemment, il faut avoir un gage de qualité. Et ce qui se passait, c'est que, tous les propriétaires d'animaux de compagnie qui étaient intéressés pour souscrire à une assurance, en tapant assurance santé animale, tombaient sur Santévet. Tellement le SEO, demain le GEO d'ailleurs, on en parlera, les campagnes de SEO, le social, etc., l'ensemble de nos canaux d'acquisition, 13 en tout, étaient optimisés. Et donc, ce qu'on est allé chercher avec la diversification sur le B2B, qui encore une fois est un axe très important chez Santévet aujourd'hui, c'est d'aller chercher des non-intentionnistes. Tous ces propriétaires d'animaux, donc c'est 90% de propriétaires d'animaux non assurés, qui ne sont pas forcément exposés à une offre d'assurance animale, mais qui vont l'être par des retailers, par des courtiers, par des assureurs, par des banquiers, en qui ils ont confiance et pour lesquels ils vont se dire intéressant. C'est devenu votre force de vente finalement. Externalisé, indirect, absolument. Ouais, absolument. Donc 90% des propriétaires d'animaux pas assurés. En France. C'est différent en fonction des marchés. Ok. UK, alors j'aurais peut-être pu en parler, mais le groupe Santévet aujourd'hui opère dans 6 marchés. On est présent en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, principalement. Et c'est vrai que la France est un marché qui reste encore un peu sous-équipé par rapport à l'Angleterre, par exemple. D'accord. L'Angleterre, c'est 25%. L'Allemagne est un peu au-dessus de nous également, on est autour de 15%. Et les pays sud-latins, un peu inférieurs, on est autour de 5%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les courbes de croissance. Les courbes de croissance de ces marchés. On a aujourd'hui l'Espagne qui double de volume chaque année. Donc c'est un marché qui est très 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 porteur pour nous aujourd'hui. Le UK qui est un marché plutôt de renouvellement, donc qui croît, mais où la base, le client plutôt tourne d'assureur en assureur. Et la France, c'est d'autres pays qui croissent de manière, je dirais, à peu près de 20%, year on year. Accélération quand même au global, en particulier sur les marchés moins équipés, et un marché énorme, puisque je crois que tu me disais, quand on préparait un peu cet épisode, qu'il y a 60% des foyers aujourd'hui qui ont un animal de compagnie. Absolument. C'est ça ? Ouais, absolument. C'est énorme. Mais c'est un exercice qui est très drôle à faire. Je me souviens que lors d'une conférence dans le monde de l'assurance professionnelle, on a eu une salle particulièrement remplie, il devait y avoir 200 personnes dans cette salle et on a fait le test. On a dit mais est-ce que dans cette salle, vous avez un chat ou un chien chez vous ? Et en effet, il y avait la moitié de la salle qui levait la main. Et on avait fait le même exercice en leur demandant mais qui est assuré pour son animal de compagnie ? Et toutes les mains s'étaient baissées. Et donc ça, je leur ai dit c'est le potentiel. Avec des distributeurs et voilà le potentiel du marché. Donc c'est un marché qui s'équipe. Qui s'équipe pourquoi ? Parce que l'animal de compagnie, et moi j'aurais jamais pensé ça avant de travailler chez Santévet, je suis pas familier forcément avec le monde vétérinaire, mais les progrès de la médecine vétérinaire s'accélèrent beaucoup, et donc l'espérance de vie augmente également les frais vétérinaires. Et par ailleurs, le retard aussi de la natalité fait qu'on adopte des chiens, des chats plus facilement quand on est trentenaire, voire plus jeune, et qu'on les considère comme un membre à part entière de sa famille. On les protège. Oui, c'est ça. Il y a aussi cette dimension sentimentale forte liée à, qui lie un maître avec son animal. Et ça, c'est quelque chose que vous mettez en avant aussi vis-à-vis de vos partenaires, parce que il y a justement cette dimension de protection qui va favoriser, on va dire, l'acte d'achat, si toutefois le message est poussé comme il faut, quoi. Ouais, absolument. Alors, on commence à toucher la proposition de valeur
B2B de SantéVet. Quelle est la proposition de valeur? Et je pense que ça, c'est un point qui est important à clarifier quand on a créé le playbook commercial pour les équipes. Une des propositions de valeur, c'est de renforcer énormément les programmes de fidélité, par exemple. Okay. En s'imbriquant dans des programmes de fidélité, chez des retailers encore une fois, sur des offres d'avantages habitation, en s'imbriquant dans des offres d'avantages habitation, ce genre de choses, on vient créer ce qu'on appelle en anglais de la stickiness sur les offres, et donc de la récurrence, de la fidélisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant aussi dans la proposition de valeur B2B, c'est le partage de la donnée. Pourquoi? Parce que quand on est un retailer, on pourrait citer Carrefour, on pourrait citer Leclerc, etc. Tous ces acteurs-là vendent des produits pour les animaux de compagnie. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez que les rayons augmentent de plus en plus. Ces acteurs-là ont envie de connaître plus dans le détail leurs clients, mais leurs clients, pas que le propriétaire, l'animal de compagnie également. Okay. Qui devient un membre de la famille. Donc, on a une proposition de valeur qui repose sur 3 piliers. Je viens d'en citer 2. Et la troisième, c'est évidemment d'aller partager la valeur de ces contrats d'assurance monétaires. On en parlait à l'instant. C'est vrai que quand tu as travaillé toute ta carrière dans du SaaS où tu venais facturer des prestations à tes clients, aujourd'hui, on vient partager la valeur de ce qu'on génère. Et donc, ça crée un mécanisme assez win-win. Alors, mécanisme, ça c'est un des mécanismes. C'est quoi un peu justement la mécanique plus largement de mise en place d'une offre B2B ou de structuration d'une offre B2B telle que tu la connais en ce moment là chez SantéVet? Ouais, alors c'est assez marrant. J'ai eu alors clin d'œil à Alma parce que j'avais eu la même chose un peu chez Alma quand j'avais rejoint au tout début de l'entreprise. Quand on arrive dans une organisation qui est peu mature, jeune, sur des sujets de structuration, de vente complexes, donc on est sur des ventes plutôt mid-market, enterprise, voire corporate, on va toucher parfois des acteurs publics, cotés en bourse, etc. Okay. Il faut s'assurer, et j'en parlais un tout petit peu dans mon introduction, d'avoir l'appui, le support des fonctions complémentaires à la vente, parmi lesquelles par exemple le juridique. Un exemple très concret, c'est de s'assurer que le cadre juridique dans lequel on évolue fonctionne, que évidemment on a la documentation juridique de la contractualisation, des NDA, ce genre de choses, donc toute une dimension juridique qui est importante. Le deuxième volet, c'est la technique, s'assurer que dans nos outils technologiques, on a un product market fit qui fonctionne. Si on va voir un acteur du retail et qui nous dit moi je ne sais pas intégrer une API, comment fait-on? À l'inverse, si on va voir un assureur qui nous dit je ne fais que des API et on n'a pas d'API, comment fait-on? Donc s'assurer que la technicité, l'investissement technologique qu'on veut mettre dans cette diversification de go-to-market fonctionne. Ça c'est le deuxième point. Puis après on touche au go-to-market commercial. Et le go-to-market commercial, il repose sur une prise d'hypothèse. La première, c'est qu'est-ce qu'on veut, quel est l'objectif pour lequel on veut se satisfaire en termes de contribution au compte de résultats du groupe. Ça, c'est le premier point, on part toujours des objectifs. Quelles sont les équipes qu'on veut mettre en face? Quelle est la proposition de valeur? On vient d'en parler. Les présentations commerciales. Et donc là, on rentre de plus en plus. Quel est le total addressable market? Est-ce qu'on a besoin d'outils? Comment on s'outille sur ce type de marché, etc., etc. Hyper intéressant. Et les équipes aujourd'hui, sur la partie sales, donc qui sont sous ta responsabilité, comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi. L'équipe était structurée de telle sorte qu'il y avait des responsables partenariats. Okay. Au nombre de 3. Voilà. On est 10 aujourd'hui dans cette équipe. On grossit beaucoup, on recrute pas mal en ce moment. Ça, j'ai passé. Voilà, sur des fonctions principalement go-to-market d'ailleurs. Ouais. L'équipe telle qu'elle est structurée aujourd'hui, elle est structurée en expertise et en périmètre géographique. Je le disais tout à l'heure, on couvre 6 marchés. On ne peut pas aborder un go-to-market à l'échelle européenne, ça ne peut pas fonctionner. Malheureusement, l'Union européenne a voulu standardiser, on n'a jamais réussi à standardiser, chaque pays a transposé des directives réglementaires de façon différente, ouais. Et donc chaque marché a ses spécificités. Donc, tu dois faire évoluer ton playbook en fonction des marchés dans lesquels tu opères. Okay. Donc, pour répondre à ta question, comment on a structuré cette équipe? On l'a structuré de façon très simple dans le B2B, c'est-à-dire une équipe newbies, une équipe AM. Cette équipe newbies, elle est full stack. Il n'y a pas de SDR, il n'y a pas de inside sales, etc. Chacun crée son activité, c'est très important. Elle emmène les partenaires en fonction d'une verticale de partenariat. Donc on crée des expertises industrie et non pas forcément des expertises par taille de compte, etc. On crée vraiment des expertises par industrie et puis par géographie. Voilà. Okay. Donc une personne en Espagne, une personne en Allemagne, sur le newbies, une personne en France, une personne en Belgique, etc., etc. Okay. En revanche,
côté AM, on est venu complètement mélanger l'ensemble des régions, pays, voilà, des régions. Donc il n'y a pas de segmentation par région, au contraire, c'est plutôt blendé autour d'une seule leader. Qui permet de partager l'expertise entre toutes les parties et par ailleurs prospecter dans une langue anglaise, française, dans des pays étrangers, c'est très dur. En revanche, faire de l'account management en anglais, il n'y a aucun problème. Donc il y a une spécificité qui est que on a besoin de personnes natives dans les pays où tu veux te lancer. En newbies, ouais. Voilà, en newbies. En revanche, sur la partie AM, aucun problème, tu peux merger la totalité de l'équipe. Tu m'expliquais là encore pendant la préparation que il y a des pays sur lesquels vous avez commencé, vous avez initié finalement le go-to-market sans même avoir de personnes qui parlaient la langue du marché local. Ouais. Comment ça s'est passé ça? Ouais, en fait, avant de recruter, on connaît le coût d'un recrutement, on connaît le coût de la masse salariale, etc. et l'impact que ça peut avoir. Avant de recruter, on veut s'assurer qu'il y a un marché. Ouais. Donc on n'a pas envie d'ouvrir un bureau, on n'a pas envie de recruter une équipe très importante, etc. On veut d'abord éprouver le marché, comprendre si tout ce qu'on a designé dans un pays fonctionne dans l'autre. Aujourd'hui, on a un outil qui est exceptionnel, qui est l'IA, et l'IA nous a énormément servi chez Santévet pour rationaliser les coûts, prioriser la segmentation des acteurs avec lesquels on voulait aller parler dans des pays. Ouais. Je peux vous dire que quand on a lancé l'Allemagne, par exemple, bon, l'Allemagne, il y a une vraie barrière de la langue. Moi, j'ai fait allemand LV3. Bon, je sais dire la balle est chez le voisin, mais ça me sert pas beaucoup. J'ai fait allemand LV1, je sais même pas le dire. Ah, voilà. Donc, l'Allemagne, par exemple, est un pays où la barrière de la langue est très, très importante. Ouais. On a été capable d'engager des discussions avec des groupes corporate par email et même en visio avec de la retranscription en temps réel. Donc, la personne lisait en face ce qu'on disait en anglais et était capable du coup de lire en allemand et de répondre en allemand et nous lisions en anglais. Et ça nous a permis du coup de commencer le go-to-market comme ça et d'éprouver le marché. Excellent. Et donc l'IA, c'est un vrai accélérateur aujourd'hui dans votre. Ouais. C'est parce que donc c'est une boîte qui a 23 ans, c'est ça? C'est une boîte qui a 23 ans et qui a été montée par deux frères à Lyon. Ouais. Ce qui est extrêmement intéressant avec l'IA, c'est qu'elle permet tout de suite, dans un marché qui est établi, qui grossit beaucoup, de rééchelonner au dernier standard de marché la technologie d'un acteur qui a 23 ans. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, Santévet n'est plus une start-up au sens propre du terme. En réalité, elle était une start-up des années 2000, donc plutôt de la période Se Loger, Le Bon Coin, etc., etc. Et quand on regarde la manière dont on avance aujourd'hui dans l'organisation, on reste en fonctionnement une start-up. On a, comme tout le monde, des OKR, le fonctionnement exactement le même. On utilise les mêmes outils que les startups, etc. Mais c'est vrai que la principale dette que pouvait avoir l'organisation, c'est la dette technique. Une stack technique qui a 20 ans. L'IA nous permet tout de suite de rééchelonner les standards de marché en créant des agents, en nous aidant. Je sais que nos développeurs utilisent énormément Claude, par exemple, côté commercial. On est beaucoup sur Copilot et sur Chat. Donc voilà, ça nous permet tout de suite de remonter le niveau. Ouais, c'est ça, sans avoir à changer toute la stack. Absolument pas. Tu parlais du coût du recrutement tout à l'heure. Tu disais qu'effectivement, justement, il fallait optimiser, chercher à trouver des moyens d'aller vite pour un coût raisonnable. Je crois que la structure capitalistique de Santévet aujourd'hui, justement, influence ce genre de choix. Tu m'en disais un petit mot. Ouais, absolument. En fait, ce qui est assez différent, moi, pour la première fois de ma carrière, j'ai toujours travaillé historiquement dans des entreprises qui étaient backées par des fonds de VC. Fonds de VC, ils font un pari sur l'avenir. Ils font un pari sur l'avenir. Un fonds de private equity, ce qui est le cas chez Santévet, on a 2 fonds de private equity aujourd'hui, 2 actionnaires, fait un pari sur l'existant. Ce qui est très différent. Ce qui est très différent. Pourquoi? Parce qu'ils vont investir des sommes d'argent importantes pour très raisonnablement, en général, diversifier les sources de revenus. Donc là, en l'occurrence ici, c'est le B2B. Scaler à l'international et transformer digitalement. Donc, nous, en 2022, par exemple, Santévet a levé 150 millions d'euros. C'est une levée qui était très importante. C'est la plus grosse levée de l'histoire de Rhône-Alpes, puisque c'est une boîte lyonnaise. Donc, petite anecdote marrante. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans tous les médias de start-up, dans tous les médias de scale-up, parce que c'est vrai que c'était un fonds de private equity. Et ça induit un élément qui est important, c'est que on doit systématiquement travailler
avec une gestion de bon père de famille. Le président, il aimerait beaucoup que je dise ça, de faire attention à chaque euro dépensé. On est un groupe qui fait 200 millions d'euros de volume d'affaires, donc c'est important. On est 520 collaborateurs, mais on est profitable. Et cette profitabilité, on ne doit pas l'abîmer, on doit la protéger, et on doit la protéger par des choix rationnels. Voilà, ça c'est des éléments importants. Oui, donc c'est pas la croissance à tout prix et à perte en particulier. Surtout. Ouais, surtout. Voilà. C'est ça. Donc on démontre des modèles. On prend des risques, on prend des paris, on investit parfois, on perd de l'argent sur certains volets. C'est pas du tout un groupe qui est sclérosé dans la peur de la perte de profitabilité. Au contraire, on fait des paris. Mais néanmoins, ce sont des paris qui sont toujours éclairés par des décisions, par des sentiments de marché et qui nous permettent de nous assurer que le pilotage opérationnel et commercial de la boîte est vraiment millimétré. Et je dois dire aussi que on a particulièrement des actionnaires et des investisseurs très présents parce que voilà, avec le comité de direction, ils ont des points hebdomadaires, voilà, de façon très régulière, quoi. Ok, la rentabilité aujourd'hui, donc elle est là. Ouais. La croissance aussi, puisque quand t'es arrivé, je crois que c'était 5% des nouveaux contrats qui arrivaient par l'intermédiaire du B2B. Ouais. Donc par vos partenaires en vente indirecte. Aujourd'hui, c'est, tu m'as dit à peu près 20%. Ouais, quasiment 20%. Quasiment 20%. On est quasiment à 20%, absolument. Ouais, c'est une forte croissance. Alors le B2B aujourd'hui, il est co-dirigé. J'ai un homologue avec moi qui s'occupe de toute la partie territory. Donc là, on est vraiment sur de la vente transactionnelle. On va aller rencontrer des éleveurs, des vétérinaires pour faire de la recommandation sur nos offres d'assurance. Mais donc oui, en effet, l'enveloppe B2B grossit beaucoup, dans les deux équipes d'ailleurs. On est passé en effet de 5%, voilà, il y a un an et demi, à maintenant quasiment 20%. Et surtout, nos perspectives de croissance sur ce segment sont plutôt que le B2B représente entre 30 et 40%. De l'acquisition de nouveaux clients B2C. Donc c'est très important, c'est très très important dans un contexte où le groupe en entièreté, donc incluant le B2C, tous les pays, etc., fait 32% de croissance en 2025 versus 2024. Au global, au global, des activités. Voilà, qui fait 32% de croissance. Donc la dynamique, elle est vraiment très bonne, elle est très porteuse dans un groupe profitable, encore une fois. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Dans un groupe de combien de personnes au total ? 520 collaborateurs. 520 collaborateurs, et commercialement, on est sur les deux équipes une trentaine de collaborateurs purement commerciaux. Ok. Eh ben bravo. Comment ça se concrétise donc la vente indirecte? Je crois qu'il y a deux modèles principaux. Un modèle où votre marque apparaît, on appelle la marque grise. Ouais. C'est ça? Ouais. Alors en fait, c'est un peu différent. On a deux modèles qui dépendent principalement d'obligations juridiques. Donc on a une proposition de valeur pour des acteurs qui sont régulés, donc qui ont fait les démarches de devenir ORIAC, c'est un peu technique, mais courtier, grosso modo, donc qui ont le droit, l'autorisation de distribuer des offres d'assurance. Il y a des retailers qui l'ont, Carrefour Assurance existe, Auchan Assurance existe, etc. Donc Auchan par exemple est un courtier en assurance. Voilà. Donc il y a une offre spécifique pour ces acteurs-là, et il y a une offre spécifique pour ceux qui n'ont pas passé ces agréments, cette régulation, et qui s'appelle de l'indication et qui permet en fait de faire de la publicité, vulgairement, de l'offre d'assurance. Donc on a l'équipe qui est répartie sur ces deux propositions de valeur, et puis ensuite on a la marque blanche, en effet, et la marque blanche, on vient opérer pour des acteurs de très grande taille leur programme de santé animale. Voilà. Sans apparaître. Donc vis-à-vis du consommateur final. Exactement. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a un impact aussi sur les équipes B2C. Pourquoi ? Parce que le service client qui est internalisé chez nous, en France à Lyon, en Espagne à Barcelone, etc., eh bien, il doit décrocher en ne disant pas non pas bonjour, bienvenue chez et bonjour, bienvenue chez les partenaires. Voilà. D'accord. Et ça aujourd'hui, c'est vrai que, alors c'est assez marrant parce que ce sont des contrats, on pourrait peut-être en parler aussi un peu après, mais la taille des contrats, elle est importante, en valeur monétaire, en ARR, on ne parle pas vraiment comme ça dans le milieu assurantiel, mais c'est des contrats de plus d'1 million d'euros annuels, en volume d'affaires, mais on peut pas les communiquer. En volume d'affaires par partenaire, c'est ça? Par partenaire, en marque blanche, on ne peut pas les communiquer. Et tu peux pas, Et donc quand t'es sales, t'as envie d'avoir, voilà. Tu peux nourrir une frustration de se dire, oui, bon, j'ai peut-être un peu moins envie d'aller courir après celui-là, alors que j'aimerais beaucoup annoncer peut-être celui-là, et voilà. Donc le tableau de chasse avec les beaux trophées. Exactement. Oui, donc effectivement,
Aujourd'hui, une dizaine de personnes sur la partie grand compte, grand compte, une vingtaine sur la partie plus transactionnelle. C'est quoi, et 6 pays, hein, c'est ça? 6 pays. 6 pays en Europe. C'est quoi un peu les perspectives, la vision en termes de conquête de nouveaux marchés maintenant? Ouais, c'est une question qui est pas évidente pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui on a à peine gratté la surface de ce qu'on était capable de faire juste sur nos marchés domestiques, qui sont la France et la Belgique. Okay. Hein, donc on a aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près travaillé 20% du TAM sur la France et la Belgique, ce qui est peu. Très peu aujourd'hui il reste encore. Du potentiel. Voilà, il reste beaucoup de potentiel pour un groupe qui a 23 ans. Et donc, ça veut dire qu'on part un peu de zéro sur les autres marchés. Ces autres marchés, on sait que la plupart d'entre eux sont extrêmement porteurs. Notamment, par exemple, l'Allemagne, qui est un marché très grand, 80 millions d'habitants, très 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 attaché aux animaux de compagnie, et un marché sur lequel la distribution d'assurance, elle est très décomplexé. Aujourd'hui, on est capable d'aller chez un courtier de famille comme on va chez son médecin de famille en France. Voilà, qui va gérer la totalité du portefeuille. La manière de consommer en Allemagne n'est pas du tout la même. Donc, on a des enjeux de scaling de cette équipe, en s'assurant de ne pas abîmer évidemment la valeur commune, les valeurs communes de ce qu'on a construit aujourd'hui avec ces 10 personnes, qui sont très importantes. Pourquoi ? Parce que on est sur un marathon. On est sur un marathon. Je le répète très très souvent aux collaborateurs, c'est que il faut pas oublier que dans l'organisation, déjà, on peut pas le faire tout seul. Quand on lance un nouveau marché comme l'Allemagne, on doit s'assurer avec le juridique qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. On doit s'assurer avec la finance qu'on peut aller facturer des partenaires de telle manière ou d'une autre. Et donc, on doit s'engager à ce que la constructivité, l'esprit de constructivité de l'équipe reste intact. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu dans les recrutements. Comment on fait ? Ouais, c'est pas facile. Alors, on passe par des conseillers aussi, parfois. On passe par des conseillers. On met du temps à recruter. Les délais de recrutement, parfois, peuvent avoir un impact sur nos budgets. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nos budgets sont pilotés de façon mensuelle. Et donc, le revenu qu'on doit générer, si on décide par exemple de lancer un nouveau pays comme l'Allemagne, ce qui a été le cas pour cette année, eh bien, on doit décider en 2025 quand factorer les revenus premiers. Si jamais on voit des candidats, on n'est pas satisfait, on fait un choix par défaut. Je pense que c'est déjà une erreur majeure, parce que ça tiendra pas dans la durée, ça fonctionnera pas, etc. Un choix de pression, mais en même temps, si on décide de retarder le recrutement, mais ça veut dire que on va devoir reforecast, on va devoir adapter le budget qu'on avait validé avec nos actionnaires. Donc c'est pas évident, c'est un de mes enjeux principaux aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps avec les équipes. Ouais. Et donc il y a évidemment toute la partie hard skills au niveau commercial qui va être importante. Mais tu me disais que il y a un ADN aussi particulier chez Santé-Vet, et toi que tu portes aujourd'hui, et comment tu t'assures que les profils que tu vas recruter dans ton équipe sont en correspondance avec cet ADN? Ouais, il y a 3 valeurs importantes. Et aujourd'hui, je pense que la totalité des collaborateurs de l'équipe les partagent sans aucun problème. C'est d'abord l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est un élément clé dans le go-to-market. Moi, on passe son temps à découvrir de nouveaux éléments. Je pense à Christina dans mon équipe qui s'occupe du go-to-market en Espagne, qui passe son temps à me faire des messages vocaux. Antoine, encore une surprise. Voilà, donc surprise en surprise. Voilà, de surprise en surprise. On n'avait pas vu ça. Il faut que je comprenne ça, etc. Donc l'adaptabilité. Il y a des profils commerciaux qui vont plutôt être dans une optique où vous me donnez un playbook et moi je vais tabasser, je vais faire des quotas. Donc cette adaptabilité, elle se trouve pas du tout chez tous les profils, au contraire. Et on doit vraiment aller plutôt vers des profils entrepreneuriaux, des personnes qui ont monté parfois des activités, etc. Et qui ont, pour historique raison, décidé de revenir dans le salariat. Ça, en général, ce sont des profils qui sont très intéressants pour des équipes comme la mienne. Tu as ensuite, évidemment, l'empathie, j'en parlais tout à l'heure, parce que quand tu as une boîte qui fait 80% sur le B2C et 20% sur le B2B, et qu'on partage les fonctions support, ça veut aussi dire que la charge de travail, elle est à 80% sur le B2C et 20% sur le B2B. Et donc, si tu nourris de la frustration parce que tu as des retards dans des contrats juridiques, ça n'arrive jamais, clin d'œil Nawel. Si tu me regardes. Ouais, si jamais tu as de la frustration parce que tu penses qu'on pourrait développer plus vite des fonctionnalités qui ont été demandées par plusieurs clients, ça va pas fonctionner. Tu vas créer un environnement, un nuage de toxicité, donc ça peut pas fonctionner. Donc l'empathie, comprendre dans quel environnement
évoluent nos pairs, nos collègues dans d'autres fonctions support, c'est clé. Et ça, c'est pareil, on le teste de manière assez facile dans les entretiens en posant des questions qui nous permettent de comprendre. Comme laquelle, par exemple? T'as un exemple comme ça à nous donner ou pas? Ouais, bah alors je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Là, j'avais un entretien justement avec un candidat en Allemagne et je lui expliquais. Donc je lui disais, mais imaginons que demain tu nous rejoignes et que tu réalises que lors de ton go-to-market en Allemagne, tes premières semaines, on a une spécificité juridique qui n'a pas été scopée dans la structuration de nos deals B2B en Allemagne. Et tu n'arrives pas à avoir de réponse de l'équipe juridique. Ouais. Comment tu réagis? Et c'est assez marrant. Il m'a dit, beaucoup vont dire, je vais escalader. Je vais escalader à -1, etc., etc. Ouais, voilà. Okay. Ce qu'on va rechercher dans cet esprit d'empathie, de constructivité, ce qu'on va aller rechercher, c'est quelqu'un qui va dire, qui va aller voir la direction juridique en disant, écoute, je suis très embêté, j'ai pas du tout envie d'aller escalader ce sujet, je suis bloqué dans la situation dans laquelle je suis, dis-moi comment je peux t'aider, dis-moi, donne-moi un signe, réponds-moi, et donc aller eux-mêmes débloquer la situation. Okay. On n'a pas envie d'avoir une relation de hiérarchie dans ces sujets-là, on veut vraiment que les équipes, elles s'adaptent. Ouais. Ça permet par ailleurs aussi de dégager des leaders de demain. Okay. Parce que évidemment, quand on passe son temps à escalader, ça crée une dépendance, ça crée un filet de sécurité. Je me souviens, je fais un tout petit aparté qui est important, mais qui est intéressant. Quand j'étais plus jeune, commercial, on m'a donné un conseil business qui me suit depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. C'est Antoine Carteron qui était le DG France de Stuart à l'époque. J'avais travaillé sur un très très gros appel d'offres entre contributeurs individuels pour un très grand acteur du café en Suisse. Donc c'était un deal à plusieurs millions d'euros, etc. C'était très important. Et j'avais dû partir plus tôt après des semaines et des semaines de travail pour un week-end. L'appel d'offres était fini à 96 ou 97%. Et on a fini par gagner cet appel d'offres. Et plutôt que célébrer, je me souviens que Antoine Carteron m'avait demandé de venir dans son bureau et m'avait dit, je suis très embêté parce que j'aurais aimé célébrer avec toi, mais je ne peux pas. Tu n'as pas été au bout. Il manquait 3%. Voilà, il manquait 3%. Ouais. Il manquait 3%. Et ce que tu ne comprends pas, c'est qu'un marathonien qui s'arrête au 39e kilomètre n'est pas marathonien. Il finit pas premier. Il finit pas. Il est pas, il est juste pas marathonien. Il est juste pas marathonien. Il a pas fait la distance. Il a pas fait la distance, il est forfait. Donc il me disait, t'es forfait. Okay. Voilà. Donc il m'a dit, t'as pensé à un filet de sécurité, tu t'es dit, voilà, ton boss va s'en occuper, moi je vais m'en occuper, tu me l'as demandé et t'es parti. Voilà. Et donc ça, faut que tu l'arrêtes. Et aujourd'hui, c'est un élément qui est important, que j'essaye d'évangéliser aussi dans les équipes avec lesquelles je travaille et qui fonctionnent super bien. Parce que ça crée des sentiments d'ownership importants et ça permet d'avoir beaucoup d'autonomie. Voilà. Ok, c'est assez puissant, effectivement. La métaphore est parlante. Et alors, tu me disais un peu dans la même veine aussi que donc je comprends que t'as pas besoin de bulldozer dans tes équipes, t'as besoin de gens empathiques qui comprennent plutôt qui font du bulldozer un peu quand même. Ouais, pour la partie commerciale, je dirais pas ça, non. Ouais, ok. Ouais. Donc ok, mais pas de gens qui vont s'épuiser non plus. Non, c'est ça. Hein. Non. Ouais, absolument. Bah non, parce que encore une fois, c'est du long run, il faut de la résilience. Ouais. Hein. On est Hugues, notre président, a l'habitude de dire le temps de l'assurance, c'est le temps long. Le temps long, ouais. C'est un grand adage dans le monde de l'assurance. Donc, on a des ambitions très fortes de croissance, on grandit très vite, mais il faut parfois aussi, je le disais tout à l'heure, temporiser, mesurer nos efforts. On ne doit pas courir après tous les lièvres. On a beaucoup de demandes entrantes. On a tout le temps des partenaires qui ont des idées un peu ingénieuses, etc. Il faut aussi protéger l'organisation. Et il faut tenir dans la durée. Donc, on s'est fixé des ICP très clairs. On sait exactement quelle verticale on veut faire, quelle sous-verticale on veut faire ou ne pas faire. On sait exactement quel est le modèle opérationnel, technologique, juridique et économique qu'on veut vendre. C'est 4 fonctions d'un go-to-market. Ouais. On sait exactement où on veut aller. Tout ce qui sort de ce cadre, on n'y va pas. Ok. Voilà. Ouais. Rester focus. Voilà. Prioriser. Ok. Comment tu motives tes équipes aujourd'hui, et si tu avais un conseil de la même façon que tu as retenu cette leçon de vie commerciale de la part de ton ancien DG, tu pourrais donner aux sales qui nous écoutent aujourd'hui? En tant que leader, je pense qu'il y en a un qui est important en tant que leader et je le vois vraiment pas beaucoup dans pas beaucoup d'organisations.
on a envie je pense, de se cacher quand t'es VP Sales, se dire Head of Sales, etc., derrière des slides, derrière de la strat, derrière du recrutement, du reporting aux actionnaires ou aux comex, etc. Il y a un élément qui fait que tu peux créer du leadership très facilement, c'est que quand t'as un collaborateur qui te dit j'ai un problème, tu répliques toi-même le problème. Tu vas faire toi-même le problème qu'expérimente ton collaborateur. Okay. Et ça a une force qui est dingue. Je pense à par exemple des personnes de l'équipe de compte manager dans mon équipe qui me disaient regarde, le tracking ne fonctionne pas, certains éléments techniques, pour faire simple, okay. ne fonctionnent pas. J'ai besoin de ton aide. Et donc, avant de dire oui, je vais escalader, etc., j'ai répliqué avec eux. Je suis parti avec eux, j'essaie de comprendre ce qui s'était passé pour voir où était la problématique. De la même manière sur le newbies, quand des personnes me disent, écoute, j'arrive pas, je ne suis pas en mesure de créer un intérêt assez marqué sur du cold call, par exemple, eh bien, je vais faire des sessions avec eux de cold call, je vais prendre du temps, et ça, je pense que ça crée énormément de leadership. Ça, c'est le premier point. Faire avec eux. Faire avec eux. Ça paraît bateau, mais personne ne le fait, pas grand monde. Donc, faire avec eux, lead by example, comme disaient les Anglais. Et je pense que le deuxième élément, c'est vraiment de célébrer les victoires. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. Je te donne un exemple pareil très concret. Il y a un deal qui avait été commencé chez Santevet il y a 3 ans, qui n'avait jamais abouti. Manque de résilience, manque de possibilités, manque de technique, manque de plein de choses. Voilà, il n'avait jamais abouti. J'ai une personne, donc je l'ai repris quand je suis arrivé, je l'ai porté moi-même, un deal important. Et puis une personne de mon équipe est arrivée, donc un nouvel entrant, et je lui ai dit, écoute, tiens, je te file ce deal. Après l'onboarding, je te file ce deal, c'est un gros truc. Et il l'a closé en 3 mois. Mais toujours, on revient à la métaphore du marathon. C'est pas moi qui ai passé la ligne d'arrivée. C'est lui qui a passé la ligne d'arrivée. Et les 3 mois qu'il a vécu ont été compliqués, tu vois. Et donc, il s'est étonné du niveau de reconnaissance et de félicitations qu'il a reçu pour passer la ligne d'arrivée. Il s'en est étonné. Il dit, mais attends, mais c'est pas mon deal. Ouais, mais c'est toi qui l'as emmené au bout. Tu vois, c'est toi qui as passé la ligne d'arrivée. Je pense que la reconnaissance, c'est hyper important. Ton sales, il a passé la ligne d'arrivée, donc c'est lui qui a fini le marathon. Comment il le commence, ce marathon? Je crois que vous avez la chance, assez rare aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'avoir énormément de leads entrants. Ouais. C'est quoi un peu le démarrage de la course? Ouais. Alors c'est pareil, ça je pense que je le vois aussi dans beaucoup d'organisations. On a tendance, avec erreur, à se porter vers des logos qui sont les logos les plus fancy. Moi, je me souviens quand je travaillais dans le retail, on disait tout le temps, mais moi, je veux signer la Redoute, je veux signer le Roi Merlin, etc. Ce sont un peu les logos qui parlent à tout le monde. Voilà, qui parlent à tout le monde, qui sont un peu la fame, etc. Il faut toujours se reposer sur les critères de qualification. Et ceux qui te permettent de te dire, OK, j'ai en face de moi une vraie opportunité intéressante qui va avoir un impact sur les performances de mon entreprise, sur les performances de moi-même, de mon plan de compensation, de mes objectifs annuels, etc. Et ton scoring, quoi. Voilà. Ton scoring qui doit être bien défini. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu es dans un contexte comme Santevet, où tu as beaucoup de possibilités de distribution indirecte, de vente indirecte, eh bien, tu dois t'assurer que tes critères de qualification soient les plus justes possibles. Donc, ça passe par des forecasts, par des projections de volume sur des visiteurs. Voilà, donc il y a toute une ingénierie de qualification qui est faite par les AE. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de SDR. Donc c'est les AE qui font ça. Et on rentre dans une démarche où très souvent on dit non à des très gros logos. Alors ils sont très surpris. Ils disent, mais attendez, mais on comprend pas, on aimerait beaucoup s'associer avec l'image du groupe Santevet, etc. Et nous, on sait que derrière, ça ne va pas ramener de volume d'affaires pour l'entreprise. Suffisant. Pour le temps qu'on va y passer, par rapport aux autres opportunités qu'on a. Donc, encore une fois, dans cette optique de focus, on va aller vraiment sur notre ICP avec un algorithme de scoring qui va nous dire, voilà, en fonction de tous vos critères de qualification, dans le scoring, voilà les entreprises qui remontent. Et c'est marrant parce que très souvent, quand tu regardes le scoring des principales, de beaucoup de startups qui évoluent par exemple dans le retail, puisque c'est le cas chez Santevet comme tu le comprends, eh bien tu vas retrouver tout le temps les mêmes, Amazon, tu vois, en top list, les plateformes chinoises, voilà les plus gros, Cdiscount, etc.
en réalité, pour signer des deals avec ces entreprises, c'est très difficile. Il faut des appels d'offres, c'est des cycles de vente de mois et des mois et des mois. Donc le scoring en lui-même déjà ne parle pas. Tu vois. Donc on s'assure que les cycles de vente soient les plus courts possibles, le potentiel le plus élevé possible, et on travaille cette base-là. Et le scoring, toi t'es arrivé, tu l'as mis en place, il existait déjà. Je me suis confronté au marché déjà. Donc c'est marrant, j'en parlais avec notre comité de direction et je leur présentais que sur le premier trimestre où j'étais arrivé chez Santévet, l'équipe avait signé 14 nouveaux clients B2B. Ces 14 nouveaux clients B2B avaient ramené peau de chagrin. Ah ouais. Ok. Vraiment pas grand-chose. Quasi rien. Quoi. Quasi rien. Peau de chagrin. Et donc, ça montrait que on s'était trompé. On pouvait dire non, mais le produit n'est pas assez bon, la technologie ne fonctionne pas. Non, il n'y a juste pas de potentiel. Donc ça, c'était assez marrant. Donc on a tout de suite recalibré et on a trouvé aujourd'hui notre PMF. On a trouvé aujourd'hui notre ICP. On a construit ce scoring basé sur l'expérience qu'on a fait sur tous ces premières discussions, ces premières signatures qu'on a pu avoir lors de ce premier trimestre. Et puis après, ça passe aussi par la capacité à influer dans le cadre des pitchs. C'est assez marrant. Pareil, je sais pas pourquoi on a autant mis sur un piédestal le pitch, etc. Parce que le pitch n'est pas un poème. On vient pas réciter la value proposition de ta boîte, les avantages de ta boîte, le fait que tu as levé 150 millions d'euros et que tu es riche comme Crésus. Enfin, tu vois, ça n'a aucune valeur pour ton client. Et donc, on oublie les b.a.-ba d'une présentation commerciale. Et ce b.a.-ba de la présentation commerciale, il est de comprendre quelles sont les problématiques auxquelles tu peux répondre, auxquelles ta solution peut répondre. Vendre pour vendre n'a jamais fonctionné. Et donc, pareil, après les critères de qualif, quand on voit qu'on fait un pitch et que la personne en face de nous n'accroche pas la proposition de valeur, c'est nous qui écourtons le call. Et on leur dit, écoutez, on n'est pas aligné, c'est pas grave, revoyons-nous dans 6 mois. Et hop, on avance. Vélocité. Voilà. Et ils reviennent? Écoute, ça fait 1 an et demi que je suis là, mais je te dirais ça dans 3 ans. Quand tu dis non à Amazon, est-ce qu'ils reviennent? Je ne sais pas. Ou est-ce que tu les avais? On n'a pas dit non à Amazon. Si Amazon nous entend, on est là. On vous attend. On veut bien discuter. Ok, top. Merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup. À très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao.